Donc bonjour tout le monde, merci d'être si nombreux. Donc ce que vous voyez ici, c'est une représentation graphique du système Soleil-Terre, qui va être le sujet de ce thème. Alors hier, au fil rouge, j'expliquais plutôt le mécanisme physique qui était derrière le magnétisme. Ici, je vais surtout vous parler des relations Soleil-Terre. Certains films que j'ai montrés hier, je les remontrerai aussi aujourd'hui, mais j'essaie quand même d'avoir quelque chose d'assez différent. Donc, ce que vous voyez ici en bleu, c'est le cocon magnétique qu'il y a autour de la Terre. Et si le Soleil, comme je vais vous l'expliquer dans pas longtemps, n'avait pas un vent de particules, qu'on appelle le vent solaire, j'y reviendrai, la structure devant et derrière serait identique. Ça serait un beau dipôle, des oreilles de Mickey, si vous voulez. Mais là, vous voyez déjà que sur cette vue d'artiste, on a un choc, on a une compression du champ magnétique devant, et on a une belle queue magnétosphérique qui sont liées un peu comme des cheveux dans le vent quand vous êtes sur une moto, ils partent vers l'arrière, ben c'est un peu pareil là. Donc du coup, déjà rien que sur cette image, vous voyez que ne serait-ce que la structure magnétique autour de la Terre, elle est fortement perturbée par le Soleil. Alors, comme c'est quand même un festival d'astronomie, ce matin, je suis allé récupérer des images du Soleil de ce matin, parce que, comme vous savez, on a beaucoup de satellites dans l'espace qui observent le Soleil en continu, et on a cette chance exceptionnelle en physique solaire, contrairement à beaucoup d'autres champs de l'astronomie, les données sont accessibles, et gratuites et instantanément accessibles. Il y a très peu d'embargo sur les données. Typiquement, les satellites SOHO, SDO, stéréo donnent leurs données en continu et vous pouvez aller les récupérer sur Internet et travailler avec. Il n'y a pas du tout de difficulté à faire ça. Donc, bon, moi en plus, je suis astrophysicien, donc j'ai accès aux données, on va dire, parfois ce qu'on appelle les données de plus bas niveau, quoi. Mais je voulais vous montrer une image du Soleil aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, le Soleil a plusieurs tâches en ce moment, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Quand on les regarde en ultraviolet, on voit ces régions actives, et vous voyez que le Soleil est particulièrement actif. On est en pleine montée du cycle 25, et donc c'est en fait une preuve que le Soleil n'est pas immuable, constant, au contraire, il varie, aussi bien sur des échelles de temps courtes que sur des échelles de temps longues. Pendant très longtemps, en astronomie, à partir d'Eddington et d'autres, on s'intéressait à l'évolution du Soleil, donc plutôt son évolution sur les temps longs, sur les milliards d'années, sur les temps nucléaires, puisque le Soleil a des réactions nucléaires en son sein. Et depuis plus récemment, on s'intéresse vraiment à la dynamique à court terme. Et je voulais vous montrer, ça c'est un enregistrement des rayons X par le satellite GOES qui est sur la ligne Terre-Soleil et sur les 3 derniers jours. Et cette ligne verte, quand elle passe cette valeur-là de 10.4, on arrive dans les classes d'éruption qui sont les plus dangereuses, qu'on appelle X. Et elles n'ont pas de limite, ces classes. Autant les autres, les M, les C, les B, les éruptions de plus faible amplitude, elles sont divisées en 10 catégories. Autant la X, il n'y a pas de limite. Donc ça peut faire des événements très très intenses. Et c'est de ça dont on va parler. Donc là, vous voyez, pas plus tard que cette nuit, pendant que j'étais à la ferme des étoiles, on a eu une éruption solaire de classe X ici. Et quelques jours avant, on en a eu une autre. Donc déjà là, en quelques jours, on a eu 2 éruptions parmi les plus intenses qu'il y a eu depuis que le Soleil a atteint son minimum en décembre 2019. Donc ça fait à peu près 3 ans et demi que le Soleil est en train de remonter dans son cycle. Et je vais vous montrer ça. Donc de nouveau, excusez-moi, on commence par des figures un peu compliquées, mais donc ici vous avez les années depuis le minimum du cycle, donc on est à 0, le cycle commence. Donc la courbe noire solide continue, c'est le cycle actuel, le cycle 25. Et le cycle 23 et le cycle 24, c'est les 2 cycles précédents. Et vous voyez que le cycle 25, il est déjà un peu plus intense que le cycle précédent, mais pas encore tout à fait aussi intense que le cycle qu'on a eu entre les années 95 et 2000.
Donc je vous fais un zoom ici. Vous voyez un peu mieux sur les 4 premières années la croissance. Vous voyez qu'elle est un peu en dessous, la courbe noire de la courbe bleue. Mais là, récemment, depuis maintenant, on va dire 6 mois, le Soleil est particulièrement actif. Alors cette courbe noire, comme vous voyez, bon, c'est en anglais, le sunspot number, c'est le nombre de taches solaires qu'on compte à la surface. Donc c'est voilà, on compte ces tâches-là ici. Alors parfois il y a des groupes, ça donne un facteur, un préfacteur. C'est une nomenclature internationale et il y a plusieurs observatoires solaires, dont l'observatoire de Meudon, qui contribuent à cette collecte de nombre de tâches solaires. Alors je distingue l'hémisphère nord de l'hémisphère sud, parce qu'en fait le Soleil n'est pas forcément symétrique entre son hémisphère nord et son hémisphère sud. Et comme je le disais hier, le cycle 24 a été particulièrement rapide dans l'hémisphère nord, et puis après il est devenu étal, alors que l'hémisphère sud était assez régulier. Et on voit qu'effectivement les 3 courbes des 3 derniers cycles, donc ça représente plus de 25 ans de données, sont assez similaires, alors que ce n'est pas du tout le cas de l'hémisphère nord, qui était devenu très intense, puis après c'est ralenti. Donc c'est juste pour vous dire, ça c'est des données d'aujourd'hui, donc vous avez vu l'état du Soleil aujourd'hui. Mais aujourd'hui je veux parler de météorologie de l'espace. Donc je vais vous montrer un petit bulletin qu'on a fait, un pilote pour France Info TV. Et actuellement, avec des collègues, on a un bulletin météo sur Radio France Internationale où on explique un peu la météorologie de l'espace. L'idée, c'est à terme que vous ayez un bulletin de météorologie de l'espace qui suivrait celui de la météorologie tout court. Donc, je vais me taire. J'espère que le son marchera bien et ça va vous donner le contexte. Ça dure 1 minute 30. Puis après, je reprends et je vais expliquer un peu mieux ce qui se passe. 5, 4, 3, 2, unité, top. 2 avril, silence radio et branle-bas de combat dans la ronde des satellites terrestres. Tout ça à cause d'une poignée de photons et particules solaires venus effleurer la Terre. Que s'est-il passé ? Le 1er avril, une zone sur le bord ouest du Soleil, qui était calme jusqu'alors, a commencé à se modifier. Elle était grosse comme la Terre et en quelques heures, sa surface a triplé. Entre le 1er et le 3 avril, cette zone a engendré 7 éruptions solaires importantes que l'on a pu observer par différents télescopes spatiaux. On les voit très bien sur cette animation. Ici la Terre et au centre le Soleil. Regardez, on peut compter très facilement les 7 éruptions. Celles-ci ont laissé échapper dans l'espace des particules chargées électriquement qui ont frôlé la Terre. Les centres d'observation de météo de l'espace ont envoyé de nombreux bulletins d'alerte entre le 1er avril à 21h45 et le 3 avril à 14h23. La surveillance des satellites a été renforcée car ils sont sensibles à ces particules électriques. Pourtant, quelques satellites ont néanmoins subi une variation d'orbite. Le rayonnement X a été partiellement intercepté par la Terre, mais le 2 avril, les communications radio civiles et militaires ont connu quelques perturbations. Le Soleil effectuant une rotation de 28 jours, cette zone active pourrait réapparaître et impacter la Terre quand elle sera de nouveau sur la face visible du Soleil. Pour la semaine prochaine, on prévoit une météo du Soleil visible calme. 5. Voilà. Donc, du coup, ce que je vous ai montré, c'est un petit condensé de ma présentation d'aujourd'hui en 1 minute 30. Donc, vous avez compris, la Terre baigne dans l'atmosphère de notre étoile. À partir du moment où cette étoile a des taches qui apparaissent à sa surface, qu'elle chahute l'environnement, et bien forcément, la Terre va en subir les conséquences. Donc, c'est de ça dont je vais parler. Alors, vous le savez, je vais aller rapidement. Les étoiles se forment à partir dans les bras des galaxies, à partir de gaz d'hydrogène qui s'effondrent et créent des objets. Et pour les étoiles les plus massives, elles vont enrichir en éléments chimiques élevés l'environnement. Et donc, chaque génération successive d'étoiles est de plus en plus riche en éléments chimiques. Comme le disait très bien Hubert Reeves, vous savez, tout ce que nous sommes de la poussière d'étoiles. Mais ce qui est très intéressant, c'est que même l'or que vous avez sur Terre, tous les éléments qui sont au-delà de ceux qui ont été créés lors du Big Bang, qui sont les quelques premiers, viennent de successions, de générations d'étoiles. Donc du coup,
on est vraiment lié à cette évolution chimique de l'univers. Et bien sûr, les planètes se créent autour de ces étoiles. Alors, une étoile, qu'est-ce que c'est? Une étoile, c'est une boule de gaz chaud autogravitante. La pression du gaz supporte la gravité. Alors, pour vous donner un peu une identification, là, vous voyez, lui, il grimace un peu, parce qu'avec ses bras, il doit soutenir 2 personnes. Donc, avec la pression de ses bras, il évite que ses 2 camarades lui tombent dessus. C'est un peu le même principe. Bon, bien sûr, il n'y a pas de petits bras à l'intérieur du Soleil. Hein. C'est la pression du gaz qui est chaud qui maintient ça. Et le gaz est fait comme c'est du gaz chaud, il est ionisé et c'est ce qu'on appelle un plasma. C'est le 4e état de la matière et c'est le plus fréquent. Donc ici, vous avez un rayonnement qu'on appelle le rayonnement du corps noir, qui correspond à l'émission d'un gaz chaud, quelle est sa température, en fonction de sa température, dans quelle fréquence il émet principalement. Donc le Soleil, il est assez centré sur la lumière visible, et quand on a une étoile moins massive, comme les étoiles K, sont plutôt vers le rouge, et quand on a des étoiles plus chaudes, comme par exemple une B, elles vont avoir une O, elles vont être plutôt vers la gauche. Alors, ce qui a été une question très difficile à répondre, c'est quelle est la source d'énergie des étoiles. Et pendant très longtemps, l'énergie doit durer au-delà de plusieurs millions d'années. Et il faut une source efficace d'énergie pour pouvoir faire ça. C'est les réactions nucléaires. À l'époque, il y avait eu plusieurs scénarios. Le charbon, supposez vous prenez la masse totale du Soleil et vous le transformez en charbon, avec l'efficacité de combustion chimique du charbon, et ben vous obtenez une étoile qui durerait 20 000 ans. Et avec la datation en carbone 14 des roches sur Terre, et après plus tard sur la Lune, on savait bien que la Terre avait plus que 20 000 ans, donc ça ne tenait pas. Il y a eu d'autres propositions qui ont été que le Soleil, c'est un grand réservoir d'énergie potentielle, d'énergie de gravité, et s'il se contracte petit à petit, on pourrait transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique et donc en mouvement. Et quand on fait les calculs, on trouve de l'ordre de vingtaine de millions d'années, donc ça ne marche pas non plus. Donc du coup, on a été obligé, et c'est uniquement dans les années 30 que Bethe a proposé un réseau de réactions nucléaires qui permettait de transformer l'hydrogène en hélium. Et c'est seulement les étoiles qui font plus que 8% de la masse du Soleil qui peuvent arriver à faire ça et rentrer sur la séquence principale. Sinon, elles échouent. Alors, comme je le disais, l'étoile se forme à partir d'un gaz, elle arrive, puis quand le brûlage de l'hydrogène commence, elle arrive sur ce qu'on appelle la séquence principale, et vous pouvez, en traçant la luminosité des étoiles en fonction de leur température de surface, vous trouvez en fait qu'il y a une bande principale dans le diagramme qu'on appelle de Hertzsprung-Russell, qui sont là où les étoiles se situent. Et les étoiles se forment d'autant plus vite qu'elles sont massives. Donc, par exemple, le Soleil a mis à peu près 50 millions d'années pour se former. Une étoile qui serait de la moitié de la masse du Soleil mettait à peu près 150 millions d'années pour se former. Et les étoiles très massives, comme les étoiles de 15 masses solaires, elles mettent que 60 000 ans à se former. Donc on voit qu'il y en a toute une diversité de processus, mais à la fin, on obtient des étoiles qui brûlent de l'hydrogène dans leur séquence principale. Et quand elles n'ont plus d'hydrogène au centre, elles en ont en périphérie, mais au centre, du coup, là, vous n'avez plus de réaction nucléaire, donc l'étoile le cœur va commencer à se contracter, et l'enveloppe va commencer à s'expandre, et le Soleil va passer dans une phase qu'on appelle de géante rouge, et j'y reviendrai plus tard. Donc bon, ça, je vous passe. Donc là, vous avez déjà vu des images comme ça dans le petit film juste avant, mais ici, je vais vous montrer, vous voyez que le Soleil, déjà, une première chose qui est importante à savoir, le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours en moyenne, et vous voyez qu'il y a des zones brillantes et des zones sombres, et ces zones sombres, ce qu'on appelle des trous coronaux. Et là, le champ magnétique est complètement ouvert dans le milieu interplanétaire. Et quand c'est brillant, c'est des boucles magnétiques qui contiennent du plasma. Et c'est pour ça que c'est brillant, c'est parce que le plasma rayonne. Alors, je ne sais pas combien de personnes ont vu des éclipses totales du Soleil dans la salle. Un certain nombre. Alors, je ne sais pas si vous le savez,
mais il y aura une éclipse totale du Soleil en 2024, l'année prochaine, aux États-Unis, assez visible depuis le Texas. Donc, si vous n'avez pas prévu, vous n'avez rien de prévu en avril, allez au Texas voir une éclipse totale du Soleil. Et si je ne me méprends pas, il est peut-être plus facile pour ceux qui vivent dans la région. Je crois qu'il y en a une qui passera par l'Espagne, par le nord de l'Espagne, en 2025 ou 2026. Il faut revérifier. Mais voilà. Donc, il y aura la possibilité de voir une éclipse totale. Je conseille tout le monde de voir ça. Donc, j'ai déjà montré ce film et je le remontre parce que je le trouve particulièrement beau. Donc, on voit effectivement l'activité continue. Et donc, forcément, comme vous voyez que c'est très agité, ben, ça va forcément impacter la Terre. Alors, juste pour que vous le sachiez, hein, l'atmosphère de la Terre filtre les UV, comme vous le savez. Et en fait, les UVA, qui sont les moins intenses des UV, peuvent atteindre la surface, hein, si c'est en fonction de l'altitude par rapport au niveau de la mer. Et au niveau des UVB, des UVC, on a la chance que notre atmosphère, la Terre, nous protège de ça. Et quand on dit qu'il y a une interaction entre le Soleil et la Terre, on voit déjà qu'il peut y avoir un impact par les rayonnements, quoi, et pas uniquement par les particules et le magnétisme du Soleil. Déjà, effectivement, quand il y a des éruptions, quand le Soleil est plus intense, quand il est magnétiquement plus intense, il émet plus de lumière ultraviolette. Et donc, si nous avions été des petits extraterrestres avec des yeux qui permettaient de voir en rayon X ou en ultraviolet, on aurait en fait se serait rendu compte que le Soleil avait un cycle. Or, le cycle, on s'en est rendu compte que très récemment qu'il existait. C'est à peu près, c'était aux alentours de 1840 qu'on a compris qu'il y avait une modulation du nombre de tâches à la surface du Soleil, à peu près avec une période de 11 ans. Mais si on avait été capable de voir le Soleil en ultraviolet où on est en rayon X, on se serait rendu compte que le Soleil était modulé par ce cycle parce que sa luminosité aurait fortement changé. Elle le fait beaucoup moins dans le visible parce que, comme je l'ai montré, le gros de l'émission du Soleil, le corps noir, est principalement dans le visible. Et donc, du coup, les hautes énergies qui sont en ultraviolet et en X, elles constituent qu'une toute petite partie de la totalité de la lumière qu'émet le Soleil. Et donc, du coup, même si vous multipliez de façon importante la luminosité de cette partie-là du spectre de lumière, ça ne se voit pas tant que ça dans le global. Alors, pour vous donner une idée, ce qu'on appelle la total solar irradiance, c'est-à-dire la luminosité totale du Soleil, varie au cours du cycle solaire de 11 ans de 0,1%. Mais en ultraviolet et en X, en ultraviolet c'est plus d'un facteur 2, et en X ça peut faire un facteur 10 à 100. Donc ça serait bien plus rendu compte. Alors, le Soleil, juste pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est donc, comme je l'ai dit, une grosse boule de gaz et elle fait 320 000 fois la masse de la Terre. Elle a un rayon d'à peu près 700 000 km. La densité au centre du Soleil, c'est 150 fois la densité de l'eau. Et la température au centre, c'est à peu près 15,5 millions de degrés. Donc, il fait les températures sont très élevées. C'est parce que la densité et les températures sont très élevées au centre qu'à des réactions nucléaires. Mais contrairement à ce que les gens pensent, les réactions nucléaires ne se passent pas si facilement au Soleil. C'est vraiment très marginal parce qu'en fait, c'est pas si chaud que ça pour les réactions nucléaires. Donc du coup, ça se fait, mais parce que grâce à la mécanique quantique et à l'effet tunnel, on a ce fonctionnement. Donc c'est très intéressant. Là, vous voyez des ondes, et j'y reviendrai, ces ondes acoustiques ou des ondes de gravité, à ne pas confondre avec les ondes gravitationnelles, c'est des ondes comme un peu des vagues, si vous voulez. Ces ondes-là vont nous aider à comprendre l'intérieur du Soleil et à perfectionner notre compréhension de son intérieur. Alors, ici, quand on zoome de façon successive dans le Soleil, on voit effectivement cette convection et ces renversements de granules. Et ici, c'est un film qui a été accéléré, mais à peu près, ils font 5 minutes de temps de retournement. Et vous avez à peu près chaque granule que vous voyez ici fait la taille de la France à peu près, ou du Texas. Donc du coup, vous voyez que quand même le Soleil est gigantesque et qu'il a ces motifs de turbulence à sa surface. Et cette turbulence
turbulence de surface qui se propage assez profondément dans le Soleil, jusqu'à peu près 200 000 km de profondeur. C'est la zone de convection. Elle est, d'ailleurs, c'est ça que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que ici, de 0 à 70% du rayon à peu près, c'est la lumière qui transporte la chaleur. Donc vous avez des réactions nucléaires. Les réactions nucléaires créent à peu près des photons dans le rayonnement X. Et ces photons, par l'interaction photon-matière, ils ont énormément du mal à se propager. Donc ils font une espèce de mouvement brownien, ils rencontrent un atome, ils sont absorbés, ils sont réémis, ils rencontrent un autre atome, ils sont absorbés, ils sont réémis, etc., etc., etc. Et ils mettent des dizaines, voire des centaines de milliers d'années à partir du cœur et arriver jusqu'ici. Et ici, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, la matière qui constitue le Soleil devient transparente et devient très opaque, c'est l'inverse. Et là, les photons, ils sont un peu bloqués, ils ont énormément de mal encore plus à propager, et ça déclenche des mouvements macroscopiques, des mouvements de matière dont j'ai parlé là hier, qui s'appelle la convection. Donc cette convection que vous voyez là à la surface, elle s'étend assez profondément. Et ici, c'est une expérience d'un collègue de l'université, Paul Sabatier, qui a fait ça dans sa cuisine. Il a mis un peu d'huile et un peu du chocolat en poudre très fin. Et vous voyez qu'on arrive à former les cellules de convection. Alors c'est au niveau du frémissement de la casserole. Quand ça bout, c'est pas le même phénomène. Mais quand vous voyez le frémissement de votre casserole avant qu'elle se mette à bouillir, là vous avez vraiment un état de convection dans votre casserole d'eau. Donc on s'intéresse, nous, à faire des simulations numériques et pour essayer de comprendre le Soleil. Donc là, je vous montre une des simulations qu'on a fait récemment sur des gros ordinateurs et on voit un peu les échelles. Alors, on n'arrive pas encore, avec les ordinateurs actuels, à modéliser toute la sphère et à descendre sur des échelles qui sont de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres. On arrive à atteindre quelques milliers de kilomètres pour l'instant en résolution, et c'est tout le but de notre recherche, c'est d'essayer d'améliorer le réalisme de nos simulations. Donc voilà un peu un exemple. Donc vous voyez que dans les simulations, on arrive quand même bien à reproduire la rotation de l'étoile. On voit bien que la rotation la rotation moyenne est de 28 jours, mais quand on enlève cette rotation moyenne du Soleil, je vous le montrerai tout à l'heure, on voit que ça va plus vite à l'équateur et moins vite au pôle. Et donc là, vous voyez, vous avez ce mécanisme physique à grande échelle de convection, de retournement de matière qui se passe en permanence. Et quand vous allez mettre du champ magnétique là-dedans, vous allez en plus créer des structures magnétiques. Donc je vous montre ça dans le film suivant que nous avons fait. Où là maintenant, c'est la même simulation, mais cette fois-ci, il y a un champ magnétique qui a été mis, et donc on va se rapprocher. Alors ce film-là, on l'a fait en 3D, on peut le voir avec des lunettes stéréoscopiques, et vous voyez, on a voulu faire un survol un peu comme Luke Skywalker sur l'étoile de la mort, quoi, voir un peu les canyons, quoi. Et vous avez tous les champs magnétiques. Donc du coup, c'est ça qui se passe en permanence dans le Soleil, et c'est ce qui explique son activité. Mais en plus, et c'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui en tant que chercheur, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment les taches solaires qui se forment. On a bien le magnétisme, on a bien l'organisation du champ magnétique à grande échelle, on arrive à reproduire les cycles, mais pour l'instant, on n'a pas de concentration de taches solaires qui apparaît. On a bien sûr du magnétisme à la surface et on voit des concentrations de champs magnétiques, mais elles n'ont pas la structure des taches solaires. Et on se pose une question de savoir si ces taches solaires, elles sont essentielles à expliquer le cycle de 11 ans du Soleil, ou est-ce que c'est juste une manifestation de surface de ce qui se passe à l'intérieur du Soleil? Alors, comme il faut comprendre l'intérieur du Soleil, et que ce n'est pas facile, puisque c'est opaque et qu'on ne peut pas le voir, il y a eu des tentatives qui ont été faites avec les neutrinos solaires, mais on avait un problème, il y avait ce qu'on appelle le paradoxe des neutrinos solaires. On en détectait moins sur Terre que les modèles du Soleil en prévoyaient, et on pensait qu'il y avait peut-être des problèmes avec notre température centrale, et peut-être que notre modèle était mal compris, c'était peut-être pas 15,5 degrés, 15,5 millions de degrés, c'était peut-être que 10 millions de degrés. Mais en fait, grâce à ce qu'on appelle la sismologie des étoiles, l'héliosismologie, on a pu en fait comprendre l'intérieur du Soleil et confirmer
aux physiciens des particules que non, il n'y avait pas de problème avec le modèle du Soleil des astrophysiciens, que le problème il venait des physiciens des particules. Et en fait, comme vous l'avez vu certainement avec Nathalie Besson hier ou avant-hier, il y a ce qu'on appelle les oscillations des neutrinos. Et en fait, grâce à l'astrophysique, on a pu mettre en difficulté la physique des particules et dire qu'effectivement les neutrinos n'étaient pas de masse nulle et qu'ils avaient certainement une masse. C'est pour ça qu'on en détectait moins sur Terre que les modèles solaires en prévoyaient. Alors je vais faire un petit exercice, même si je vous ai mis la réponse, c'est juste pour vous faciliter. J'espère que ça va bien marcher. Je vais vous faire écouter des choses. Donc là, vous voyez, rien qu'en entendant, vous avez compris qu'il y avait une différence de taille. Hein. Rien que le son, quoi. Hein. La cloche qui est plus grosse, elle a un son beaucoup plus grave. Et la petite clochette, elle a un son beaucoup plus fin, aigu. Donc là, ce n'est pas la taille que vous avez entendue, c'est la différence de composition, de matière. Hein. Dans le premier, c'était métallique comme son. Et là, c'est plutôt fait de bois. Hein. Donc on voit que le son nous informe sur la taille, sur la composition des objets. Et après, là, c'était constant, mais je pense pas que alors, ce que vous aurez entendu, là, c'est juste quelqu'un qui klaxonnait en se déplaçant avec sa voiture et ça aurait fait comme on l'entend, donc l'effet Doppler, d'accord ? Donc, du coup, grâce au son, on est capable de faire la distinction entre ce qui est statique et ce qui est en mouvement. Donc, grâce aux ondes, on est capable de comprendre la composition chimique du Soleil, ses structures, sa taille, et sa dynamique. Est-ce qu'il a des écoulements? Est-ce qu'il a des mouvements à l'intérieur? Donc, en utilisant l'héliosismologie, donc l'étude des ondes sonores, donc voilà par exemple, avec un instrument qu'on a construit au CEA qui est à bord avec des collègues bien sûr, hein, à bord du satellite SOHO, qui a été lancé en 1995, donc bientôt ça fera 30 ans qu'on a envoyé SOHO. Et bien voilà le spectre en fréquence qu'on voit de ces ondes acoustiques. Alors, bien sûr, on a tendance à dire quand on crie dans l'espace, le son ne se propage pas, l'espace est vide principalement, il y a très très peu de matière, et donc du coup, on ne peut pas, le Soleil n'émet pas des ondes sonores qu'on pourrait entendre en étant au milieu de l'espace. Non, il a des ondes qui se propagent à sa surface, et ces ondes, elles créent des petites fluctuations de lumière à la surface du Soleil. Et quand on les analyse avec des méthodes de Fourier, pour ceux qui savent ce que c'est, on est capable de reconstruire le spectre fréquentiel. Mais comme le Soleil est très gros, vous voyez, la fréquence des ondes acoustiques est centrée sur 3 milliHz, et vous savez que le La du milieu du piano, il est à 440 Hz. Et un octave dans un piano, c'est un doublement de fréquence. Donc le La du dessus, il est à 880, celui d'en dessous, il est à 220. D'accord ? Donc il faut un changement de 17 octaves pour pouvoir ramener la fréquence de vibration du Soleil vers quelque chose qui serait proche du La. Et vous savez que les oreilles, l'homme entend de 20 Hz à 20 kHz. Hein. Donc là, on est en microhertz, donc on est très 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 basse fréquence. Un infrason, si vous voulez. Et ça vient du fait que le Soleil est tellement gros que c'est un super baryton. Hein, vous voyez, Pavarotti était costaud, il avait une grosse cage thoracique, hein, voilà, pour pouvoir faire des sons graves, quoi. Et donc, du coup, c'est pareil, le Soleil est très, très gros comme ça. Et grâce à ces ondes, et parce qu'elles peuvent détecter les mouvements, ces ondes, par effet Doppler, parce que les ondes qui partent à droite, quand vous avez donc les granules, la convection, elle bouge, et comme c'est de la matière, elle pousse. Si elle pousse, elle fait des ondes de pression. Et une onde de pression, qu'est-ce que c'est ? C'est du son. Si vous m'entendez, c'est parce que mon larynx, ma voix, perturbe l'air qu'il y a devant moi, la colonne d'air qu'il y a devant moi, et cet air arrive jusqu'à votre oreille, et votre oreille, elle transforme les changements de pression qu'il y a dans votre tampon en signal électrique que votre cerveau interprète. Hein, c'est ça qui se passe.
D'accord ? Donc du coup, c'est la même chose, là, donc il y a des ondes de pression, et ces ondes de pression, quand elles partent dans la même direction que les écoulements, elles ont un effet Doppler positif. Quand elles vont à l'encontre de l'écoulement, elles ont un effet Doppler qui est inverse, et donc du coup, ça les décale légèrement en fréquence, et c'est ce qu'on appelle en anglais splitting, mais cette séparation des fréquences par l'effet de la rotation, nous permet de comprendre la rotation interne du Soleil. Alors déjà, à partir des observations des taches solaires entre la moyenne latitude et l'équateur, on savait que la rotation du Soleil n'était pas constante. Donc c'est 26 jours à moyenne latitude et ça peut être 24 ou 25 jours à l'équateur. Mais plus on monte vers les pôles, plus c'est lent. Et pour vous donner une idée, si le Soleil était un manège, si je m'asseyais sur l'équateur et puis que j'avais mon copain, ma copine qui s'asseyait au niveau des pôles, je ferais 4 fois le tour du Soleil, pendant que mon collègue à haute latitude ne ferait que 3 fois le tour. Donc vous avez un fort cisaillement comme ça de la matière et du gaz à la surface du Soleil, qui c'est suffisante pour que vous alliez beaucoup plus vite à l'équateur. Et donc ça, c'est l'information qu'on a en surface, mais cette information de surface, on l'avait déjà en suivant les tâches. Ce que l'héliosismologie a permis, et l'étude de ces ondes acoustiques, c'est de transformer l'information qu'il y avait à la surface et de voir comment elle se comportait en allant à l'intérieur du Soleil. Et ce qu'on a vu, c'était qu'en fait, la rotation de surface était principalement constante, c'est-à-dire qu'elle changeait très peu entre ce qu'on voyait à la surface et ce qui se propageait jusqu'à la base de la zone de convection. Donc je vous rappelle, ça fait quand même 200 000 km. Donc vous avez pendant 200 000 km toutes ces couches qui tournent les unes par rapport aux autres avec cet effet différentiel. Et après, il y a une transition vers une rotation en bloc dans la zone de radiation, dans la zone radiative. Donc en résumé, la zone de convection, elle tourne de façon non uniforme, différentielle, et la zone radiative, où l'énergie est transportée par les photons, elle tourne en bloc. Et cette transition ici, qu'on appelle la tachocline, est, on pense, une des zones les plus importantes pour organiser le champ magnétique du Soleil. Alors, je vous montre ici en images les données grâce au satellite SOHO. Bon, ça s'arrête en 2020, on en a d'autres depuis, je vous les ai montrés. Le Soleil d'aujourd'hui, vous voyez qu'il est beaucoup plus proche d'images qu'il y a ici que de cette image-là. Donc on voit que le Soleil est en train de monter en cycle. Donc ici, je vous montre, vous partez en 1996, à peu près au lancement de satellite SOHO, vous montez en cycle d'activité, vous redescendez, vous remontez, vous redescendez, et puis après je vous ai montré les images d'aujourd'hui et vous voyez que le Soleil est de nouveau en train de monter. Alors on a des enregistrements assez anciens, à partir de Galilée au début du XVIIe siècle. Après, le Soleil est passé par une grande phase de calme où il avait très peu de tâches à sa surface, qu'on appelle le minimum de Maunder. Et on a commencé à numéroter aux alentours de 1750 les cycles. Et donc là, vous avez les numéros des cycles. Donc quand je parle du cycle 24, du cycle 25, c'est parce qu'on a commencé à les numéroter à peu près à cette époque-là, au milieu du XVIIIe siècle. Et vous voyez qu'il y a une modulation du cycle solaire, avec un cycle à peu près de 100 ans. Et on pense que le cycle 24, c'est peut-être la fin du cycle du XXe siècle, du cycle de 100 ans qui avait, pas tout à fait calé exactement, mais on voit qu'il y a souvent des successions de 2 petits cycles faibles avant que ça remonte. Ce n'est pas parfait, mais il y a cette idée qu'il y a en plus une échelle de temps. Et ces taches solaires, comme je l'expliquais un peu hier, qui apparaissent à moyenne latitude, en fait, au cours du cycle de 11 ans, elles se propagent vers l'équateur. Et ça fait ce qu'on appelle le diagramme papillon ici, qui se propage. Donc les taches apparaissent à moyenne latitude et au cours de 11 ans, elles apparaissent de plus en plus proches de l'équateur et il y a une partie de leur champ magnétique qui part vers les pôles et vous voyez, on renverse le champ magnétique. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que le renversement du champ magnétique du Soleil se fait au maximum d'activité. Donc là, dans pas longtemps, peut-être l'année prochaine, on pense que le maximum du cycle 25, on fait des prévisions dans mon équipe, mais il y en a d'autres qui en font aussi. Il y a un consensus que le maximum du cycle solaire devra arriver entre fin 2024 et milieu de l'année 2025. Et du coup,
on va certainement avoir une bascule du champ magnétique. Alors, ce n'est pas le Soleil qui se renverse, hein. C'est juste les courants électriques qu'il y a à l'intérieur du Soleil qui changent de sens. Et ça, il le fait tous les 11 ans, à peu près, en moyenne. Ça fait 11 ans, plus ou moins 2 ans. Donc le Soleil, c'est comme un électroaimant. Et comme je le disais hier, c'est beaucoup plus proche d'un électroaimant dans le sens qu'il y a des écoulements. Alors là, bon, c'est un peu différent. Ce n'est pas statique, hein, ce n'est pas une matière magnétisée, le Soleil, c'est juste qu'il y a des mouvements. Et ces mouvements de convection, de turbulence, comme le plasma est chaud, il est conducteur, ça crée des courants électriques qui induisent un champ magnétique. Alors je vais vous montrer un petit film là qui s'il marche, j'espère. Voilà. Donc là, je vais vous montrer l'évolution de la structure du champ magnétique sur à peu près un cycle de 11 ans. Alors, il faut imaginer que la Terre, elle orbite autour de cette structure, hein, un peu plus loin. Cette structure, on ne l'a pas tracée très loin, mais je veux dire, ce tutu de ballerine, au début, quand le Soleil est calme, quand on est en minimum d'activité, sa structure de champ magnétique est très simple. Elle ressemble à un tutu de ballerine. Et puis quand il s'excite, il se transforme en French cancan. Vous voyez, c'est un peu les robes qui vont dans tous les sens. Et vous voyez que ce qu'on représente ici, c'est les structures magnétiques ce qu'on appelle la couche de courant. Et vous voyez qu'elle se déforme pas. Elle devient parfois perpendiculaire au plan d'orbite des planètes, le plan de l'écliptique. Donc voilà, donc du coup, la Terre, elle vit dans cet environnement magnétique. Et comme le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours, elle voit passer ces structures magnétiques qui évoluent régulièrement devant. Elle les subit, quoi. Elle vit dans ces structures magnétiques changeantes. Alors voilà un film de simulation numérique, comme je vous ai déjà montré, où là, on est capable de reproduire le cycle de 11 ans. Donc, je vais vous montrer une inversion. Donc, on commence avec des lignes bleues et un ruban bleu. Et là, vous voyez la rotation, hein, comme on a vu, la rotation plus rapide à l'équateur qu'au pôle. On a le mouvement de convection en bleu et en rouge. Ce qui est chaud monte, ce qui est froid descend. C'est des mouvements de matière, comme ça. Et ces mouvements de matière, en plus de transporter la chaleur sur les 200 000 km les plus extérieurs du Soleil, eh ben, elle est cisaillée, elle tourne, et en plus, elle crée du champ magnétique. Et ce champ magnétique, il finit par vouloir, à un moment, quand les conditions sont requises pour que ça se passe comme ça, eh bien, il inverse le champ magnétique. Maintenant, les lignes de champ magnétique, elles sont jaunes, elles se sont renversées, et le ruban magnétique, il est rouge, il a changé de direction. Donc, du coup, on voit bien que dans les mécanismes physiques, on est capable de le comprendre, et ça, je l'ai expliqué en détail hier, c'est la dynamo. Alors, je vous montre un peu une tache solaire vue de côté. Donc, vous voyez que les lignes de champ magnétique sont évasées sur le côté, verticales au milieu. Et de nouveau, ces granules ici, il faut à peu près 1000 km. Et ces taches solaires, elles amènent souvent ces régions actives à des éruptions. Donc là, vous en voyez une. Vous voyez même un peu de matière redescendre, et de la matière froide, c'est pour ça qu'elle est noire. Et donc, vous voyez ces boucles magnétiques. Alors, ces boucles magnétiques, elles se créent après qu'il y ait eu l'éruption, par relaxation de la structure qui est à la surface. Donc ça se passe en permanence à la surface du Soleil, et c'est d'autant plus fréquent que le Soleil approche de son pic. Et comme je vous le dis, on est en 2023, et on pense que le pic du Soleil actuel va arriver entre fin 2024 et été 2025. Donc entre 1 an et demi et 2 ans de là. Et donc ça va de plus en plus monter en activité, en intensité, et on va avoir de plus en plus de ce phénomène. Généralement, il y a un facteur 10, il y a 10 fois plus d'événements en maximum d'activité qu'il y en a en minimum d'activité en termes d'éruption. Comme c'est très beau, les images du Soleil, on a des films magnifiques, j'en profite pour vous les montrer. C'est un peu redondant parfois, mais je trouve que c'est assez instructif, quoi. Voilà. Vous avez vu, juste après l'éruption, on voit ces boucles-là qu'on appelle les boucles post-éruption, qui se forment parce que la structure magnétique s'est pincée, et à l'endroit où elle s'est pincée, donc vous avez votre structure magnétique, elle se pince comme ça, vous voyez, et il y a une partie qui part dans l'espace, et l'autre partie qui reforme une arche.
c'est ce qu'on appelle la reconnexion magnétique. Est-ce qu'il marche le film là ou pas? Vous voyez que parfois la matière retombe à la surface de l'étoile. Parfois elle part, mais bien sûr il y a la gravité du Soleil, donc la matière qui n'a pas une vitesse suffisante pour s'échapper de la gravité, ben, elle retombe à la surface. Donc là il y a eu beaucoup de traitements d'images, c'est du multilongueur d'onde, et là le Soleil, l'axe de rotation du Soleil, il est dans cette direction. Hein. Le Soleil tourne comme ça. Et vous voyez les bandes d'activité du Soleil. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que quand il y a des éruptions à la surface du Soleil, ces éruptions ne sont pas que locales. Elles peuvent perturber la totalité de l'atmosphère solaire. Donc là, vous voyez même un très beau filament partir, là. Et, vous voyez des éruptions très intenses qui parfois en déclenchent d'autres. Et donc ça se passe en permanence. Donc ça, c'était au maximum, proche du maximum du cycle 24. Du cycle 24. Et du coup, on va arriver à avoir des phénomènes identiques. On en a déjà eu, puisque je vous ai dit, sur les 3 derniers jours, on a déjà eu 2 éruptions X. Donc pour imager et que vous compreniez un peu mieux, on crée donc le champ magnétique à l'intérieur, dans cette région qu'on appelle la tachocline. On crée ces rubans magnétiques. Une partie de ces rubans magnétiques deviennent flottants, traversent les 200 000 km de la zone convective, sont aidés en même temps par les mouvements de convection, arrivent à la surface, percent la surface, créent des taches solaires. Ces taches solaires sont perturbées par les mouvements de matière et turbulences qu'il y a à la surface du Soleil. Et je vais remontrer le film pour que vous compreniez. Et du coup, ce que je veux faire, c'est que ces structures magnétiques, comme je vous le disais, elles se pincent quand elles sont chahutées un peu trop fort par les mouvements de turbulence de la surface du Soleil, ou parce qu'il y a eu une éruption à côté qui va en déclencher une autre. Et je vais essayer d'arrêter le film à l'endroit où ça se pince pour que vous compreniez bien. Voilà. Vous voyez, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez cette partie-là qui va se pincer et l'autre partie qui va se refermer. Et c'est pour ça que dans les films, vous voyez cette succession de petites arches et magnétiques se former. Voilà, donc ça c'est la taille de la Terre par rapport à certaines de ces structures magnétiques. Hein. Vous voyez que la Terre est toute petite et il y a des structures magnétiques qui peuvent être largement plus grandes que notre planète. Alors la planète Terre, heureusement pour nous, n'est pas aussi proche du Soleil que ça, mais dites-vous, je vous en parlerai à la fin, qu'il y a des exoplanètes qui sont aussi proches de leur étoile que ce qu'on vous montre ici sur l'image. Donc vous imaginez que quand on vit sur ces exoplanètes qui sont si proches de leurs étoiles, les conditions sont très intenses en termes de rayonnement, de radiation et d'impact de l'étoile sur son cortège d'exoplanètes. Alors, il s'avère, comme je vous le disais, donc quand on est en minimum d'activité, le Soleil, on vient de le dire, hein, c'est une grosse boule de gaz chaude qui tourne, qui convecte, qui est turbulente, qui est magnétique. Et elle a une couronne, comme on l'a vu, une très belle chevelure étendue. Et cette couronne qui est liée, qu'on voit bien dans les éclipses totales du Soleil, j'ai un peu oublié de le décrire ça, mais cette chevelure magnétique qu'on voit quand on fait la couronne solaire. Je ne sais pas si j'ai le temps de retourner. Voilà. Voilà, cette couronne solaire ici, hein, on a masqué la photosphère du Soleil, la partie qui est la plus brillante. La couronne est 1 million de fois moins lumineuse. C'est comme si vous vouliez voir une luciole devant un phare dans un port. Vous auriez énormément de mal de voir la luciole devant la lumière du phare. Mais si vous arrivez à bloquer la lumière du phare, vous pourriez détecter la luciole. Bon, mais là, c'est pareil. Donc, quand on masque la photosphère, on peut voir cette chevelure magnétique. Et vous voyez, elle est très structurée, sous forme un peu
de structures un peu pointues comme ça, où il y a après champ magnétique part, comme ça, et verticalement, radialement, c'est ce qu'on appelle des streamers. Et cette structure magnétique du Soleil, ben, en fait, elle se propage bien plus loin dans le système solaire que proche du Soleil, et c'est sous la forme qu'on appelle un vent solaire. Donc, je vais vous le montrer ici d'abord, et puis je reviendrai à la présentation précédente. Donc, qu'est-ce que c'est le vent solaire? Ben, vous voyez, en fait, le Soleil est actif en permanence. Il a un flot de matière continu qui se balade. Et là, hop, il y a une éruption qui s'est passée. Et on va pouvoir suivre cette éruption. Là, c'est la Terre, là, c'est le Soleil, c'est en angulaire. Là qu'on voit, donc plus on regarde avec un angle grand, plus on voit loin par rapport au Soleil. Et donc, on voit le nuage passer et arriver au niveau de la Terre. Et vous allez voir que la densité de matière qu'il y a autour de l'environnement spatial de la Terre va augmenter fortement par un facteur significatif qui est lié à ces perturbations qu'envoie le Soleil. Donc là, vous avez vraiment dans ce film, de façon observationnelle, hein, c'est des vraies observations, ce n'est pas de l'invention ça. Hein. Vous voyez que la Terre, elle baigne dans l'atmosphère du Soleil, puisque le Soleil il est en permanence en train d'envoyer un flot de matière continue qu'on appelle le vent solaire. Et ça, c'est lié au fait que la couronne est très chaude dans le Soleil. La couronne fait à peu près 1 million ou 2 millions de degrés. Et ça a été démontré par Parker en 1958 qu'une atmosphère aussi chaude ne pouvait pas être statique. Elle était forcément dynamique. Donc l'atmosphère du Soleil, elle est dynamique, elle est en permanence en train de perdre de la matière. Alors rassurez-vous, elle ne perd pas beaucoup de matière. La perte de masse du Soleil actuellement, ça ne va rien vous dire, c'est un 10 puissance moins 14 masse solaire. Donc ça fait pas grand-chose en masse solaire, puisque c'est un 100 millième d'un milliardième de sa masse. Mais comme le Soleil est très massif, ça fait quand même une quantité de matière non négligeable qu'il envoie dans l'espace. Et donc, en plus de ça, en plus de ce vent continu, il y a des tempêtes dans le vent. Et les tempêtes dans le vent, c'est ce qu'on appelle les éjections de masse coronale, qui sont liées à ces éruptions qu'il y a à la surface du Soleil, dont je vous ai déjà montré plusieurs exemples. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce vent solaire et cette couronne du Soleil, elle est en fait structurée par le champ magnétique. Le champ magnétique domine la dynamique de l'atmosphère solaire, c'est lui le maître. À l'intérieur du Soleil, par l'effet dynamo, les mouvements de matière, c'est les mouvements qui dominent le champ magnétique. Le champ magnétique est esclave des mouvements de matière à l'intérieur du Soleil, mais à l'extérieur du Soleil, c'est l'inverse. C'est le champ magnétique qui est le maître et la matière qui est l'esclave, qui suit la structuration du champ magnétique. Alors, comme je vous l'ai dit, le champ magnétique est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de tâches à sa surface, donc il est beaucoup plus alambiqué dans sa structure quand il est en maximum d'activité, ce qu'on est en train d'approcher, que quand il est en minimum d'activité, où il a un beau dipôle, les belles oreilles de Mickey. Et donc, quand on regarde la vitesse du vent solaire, et ça c'est un diagramme de vitesse, ce que vous voyez, donc ici ça va à 500 km par seconde, et ici 1000 km par seconde. En gros, quand vous atteignez 1000 km par seconde, d'ici à Paris, en moins d'une seconde, vous allez. Hein, donc ça vous donne une idée de la vitesse. Et vous voyez que la structure du vent est telle que dans les parties ouvertes du champ magnétique, parce que quand on est en minimum d'activité, les trous coronaux ont tendance à être dans les pôles, donc pôle nord et pôle sud, ben, le champ magnétique est ouvert. Donc là, du coup, la matière est pas retenue par le champ magnétique et elle part dans l'espace à des très hautes vitesses qui approchent à peu près 800 km par seconde. Et par contre, proche de là où il y a la région active, toutes les boucles magnétiques, toutes ces taches solaires, il y a des arches magnétiques. Elles ont tendance à piéger le plasma et à ralentir le vent. Le vent a beaucoup plus de mal à s'échapper et donc du coup il est beaucoup plus lent. Il y a un facteur quasiment 2 entre le vent rapide et le vent lent, voire même plus. Quand on est en maximum d'activité, et ici vous avez le cycle solaire, c'est la mission Ulysse qui nous a permis d'avoir ça, vous voyez que là, on était en maximum d'activité vers 2002. Et bien là, on a une structure du champ magnétique qui est beaucoup plus complexe. Et vous voyez que la vitesse varie énormément. Ça dépend de l'endroit où c'est. Alors, le vent solaire met entre 2,5 et 4,5 jours pour atteindre la Terre. Et il est composé principalement de la composition du Soleil, c'est-à-dire principalement d'hydrogène, de protons et d'électrons, un peu d'hélium et des traces d'éléments chimiques.
Donc là, je vais vous montrer un peu une séquence. Donc vous voyez là, les éruptions, le vent, on est en train de zoomer vers le Soleil. Et vous allez avoir une éruption à la surface. Donc on zoome, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Et hop, on voit une éruption. En jaune, c'est l'UV. En rouge, c'est les rayons X thermiques. Et en bleu, c'est les rayons X intenses, les particules non thermiques qui sont énormément accélérées. Et elles partent dans l'espace. Et ça va faire un effet de neige sur le détecteur, parce qu'il y a des particules de matière qui viennent impacter le détecteur. Là, je vous montre la structure magnétique, la couche de courant. Donc, en gros, cette ligne blanche, cette surface blanche, elle sépare les lignes de champ magnétique qui sont positives, qui sortent du Soleil, des lignes magnétiques qui rentrent dans le Soleil. C'est ce qui délimite un peu, quand vous avez un barreau d'aimant avec le pôle Nord et le pôle Plus, c'est la barre au milieu qui délimite les deux pôles. La forme de la structure des pôles du champ magnétique du Soleil est très complexe. Et vous voyez comment ça modifie sa couronne. Alors, vous voyez qu'elle est ici, c'était en 2017, les données, ça couvre plusieurs mois en 2017. Vous voyez que la structure du vent et de la couronne, et donc la Terre, elle orbite autour du Soleil, mais comme le Soleil tourne très vite, enfin pas très vite, mais il tourne en 28 jours, alors que la Terre met un an à faire le tour, donc forcément, elle voit passer tous ces secteurs. Et on appelle ça les secteurs nord ou sud. C'est-à-dire que la Terre, selon si elle est au-dessus de ce tutu de ballerine, ou en dessous de ce tutu de ballerine, elle va avoir un champ magnétique positif ou un champ magnétique négatif. Et comme le champ magnétique de la Terre est lui-même orienté d'une certaine manière, il y a des configurations qui sont beaucoup plus favorables à des modifications du cocon magnétique de la Terre que dans d'autres configurations où elles ont tendance à être alignées et ça ne pose pas de problème. Donc on voit que selon comment l'éjection de matière, l'éruption du Soleil part, et selon comment les secteurs nord et sud, au niveau où se trouve la Terre, sont, quand la structure arrive, elle peut avoir un impact très fort ou un impact plus limité. Alors, j'ai un truc intéressant à comprendre, c'est que le Soleil, avec ce vent, il tourne sur lui-même, et il éjecte de la matière. Et cette matière, elle part de lui, et donc du coup, en fait, il perd de la masse. Mais cette matière, elle a aussi du moment cinétique, du moment de rotation. Et en fait, le Soleil, au cours de son évolution, il ralentit. Quand il est arrivé sur la séquence principale, dont je vous ai parlé au tout début, qui est là où il transforme son hydrogène en hélium, il tournait à peu près 10 fois plus vite que maintenant. C'est-à-dire qu'il ne tournait pas en 28 jours, il tournait plutôt en 3 jours sur lui-même. Donc il tournait beaucoup plus rapidement que maintenant. Mais pendant 4 milliards d'années, à cause de ce vent de particules, il ralentit. Et donc toutes les étoiles naissent souvent jeunes, elles naissent forcément jeunes, mais je veux dire, elles naissent rapides, elles naissent rapides, très intenses, très magnétiquement actives, parce qu'en fait, on a pu montrer, dans la théorie de la dynamo que j'expliquais hier, que en fait, plus l'objet tourne vite, plus son intensité magnétique est forte. Donc du coup, il y a une corrélation très forte entre rotation de l'étoile, âge et magnétisme. Alors, le lien entre rotation de l'étoile et âge, ça s'appelle la gyrochronologie. C'est-à-dire que si vous observez une étoile et que vous connaissez son taux de rotation, par son taux de rotation, vous pouvez presque deviner son âge. Tellement cette corrélation est forte entre rotation et âge. La magnétochronologie, qui serait de faire le lien entre magnétisme de l'étoile et son âge, est beaucoup moins établie, beaucoup plus incertaine, parce qu'il y a des modulations de l'activité. Donc quand vous observez les étoiles, si vous tombez sur un minimum d'activité de cette étoile, vous avez un peu des biais statistiques qui peuvent vous rendre la dérivation de ces lois un peu plus complexe. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est un peu des équations, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais la perte de moment cinétique, donc cette forme de spirale, comme le Soleil tourne sur lui-même, c'est son champ de vitesse. Alors le vent solaire, il est radial, il part
radialement du Soleil dans toutes les directions. Il est plus ou moins rapide selon la structure de la couronne. Et pour comprendre pourquoi on a une forme en spirale dans le système solaire, ça c'est le système solaire avec le Soleil au centre vu de dessus. Hein, c'est comme si vous dominiez le système solaire, vous le regardiez d'en haut. Vous voyez cette spirale magnétique. Pour vous l'expliquer, je vous montre ce petit système d'arrosage qui fait que lui aussi, il envoie il envoie l'eau de façon verticale, mais du coup, ça fait quand même, en fonction du taux de rotation de l'étoile, la spirale va être plus ou moins formée. Donc, si vous faites tourner plus vite, l'angle va être plus fort. Si vous faites tourner moins vite, les particules vont être plus radiales. Et donc, il se passe ça. Le Soleil émet de la matière en permanence. Il est magnétique, il tourne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a le champ magnétique et que la matière est liée au champ magnétique, il y a un moment, le vent solaire devient plus rapide que le champ magnétique. Parce qu'on peut définir une vitesse du champ magnétique, une vitesse de déplacement des perturbations magnétiques le long des lignes de champ magnétique qu'on appelle la vitesse d'Alven. Et si le vent solaire dépasse la vitesse d'Alven, à ce moment-là, la matière se découple du champ magnétique et vous perdez du moment cinétique. Et c'est ce qui se passe avec ce fameux rayon d'Alven, là, Ra. Et vous voyez que la perte de moment cinétique, peu importe, elle est proportionnelle à la perte de masse, je vous l'ai dit, elle n'est pas très forte, au taux de rotation et au carré de la distance magnétique où le vent devient plus rapide que les perturbations magnétiques. Et donc, du coup, vous pouvez avoir généralement le rayon d'Alven, il fait à peu près 10 fois le rayon solaire. Donc, on a une espèce de zone autour du Soleil qu'on appelle le rayon d'Alven, qui n'est bien sûr pas une sphère parfaite, parce que comme vous l'avez vu, le champ magnétique est très complexe, mais on a donc cette zone qu'on appelle la surface d'Alven, et pour ceux qui s'intéressent un peu au sonde spatial, vous avez certainement entendu parler de Parker Solar Probe. Donc, Parker Solar Probe, son but, c'est pour ça qu'il se rapproche si près du Soleil, et qu'on veut le faire aller jusqu'à 9 rayons solaires, alors que Solar Orbiter, il s'arrête à 60 à peu près. Donc, je crois, c'est ça. La raison pour laquelle les Américains ont construit Parker Solar Probe, c'est pour essayer d'aller à l'intérieur de la surface d'Alven et voir le changement de régime du vent solaire entre plus rapide que le champ magnétique et moins rapide que le champ magnétique. Et ça nous permettra de mieux calibrer nos modèles de l'atmosphère étendue du Soleil qu'on appelle la couronne. Voilà. Alors venons-en à la Terre. La Terre, il s'avère que c'est aussi un électroaimant. Il y a un cœur liquide de fer. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la structure de la Terre, c'est qu'elle a donc la croûte, elle a un manteau qui fait à peu près 3000 km d'épaisseur, et puis après, il y a une graine. Cette graine, elle est faite de matière solide et de matière conductrice. Et la graine du Soleil est composée de deux parties, une partie liquide et une partie solide. Dans la partie liquide, il y a des écoulements, pas aussi turbulents que ceux que je vous ai montrés dans le Soleil, mais il y a le même mécanisme de dynamo, et le champ magnétique de la Terre est créé par les écoulements, les courants électriques induits par les mouvements de cette partie liquide de fer qu'il y a dans le cœur profond de la Terre. Donc là, une petite vue imagée, vous avez donc bien sûr des éruptions qui partent. Elles peuvent ou pas passer par la Terre, parfois elles peuvent les rater, mais si elles passent par là, forcément selon l'orientation du champ magnétique de la Terre, qui n'a pas trop changé depuis 700 000 ans, mais par rapport aux organisations, ces structures vont partir. Et vous avez aussi, comme la Terre a un cocon magnétique, le Soleil a aussi un cocon magnétique qu'on appelle l'héliosphère, et les sondes Voyager 1 et Voyager 2 l'ont récemment traversé, cette héliosphère. Alors, voilà, ici, vous avez la Terre en un truc, et quand le vent, une perturbation arrive, ça crée des ovales auroraux. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de voir qui a déjà vu des aurores boréales? C'est un phénomène assez magnifique, quoi. Donc, ça va. Donc, voilà. Donc, le mécanisme physique des aurores boréales, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez de la matière, que ce soit le vent solaire et souvent plutôt les éruptions solaires. Ces éruptions solaires viennent perturber le champ magnétique de la Terre, et les particules qui sont ici dans la queue, qui ont été piégées dans la queue,
la queue magnétosphérique va se reconnecter et les particules vont venir et précipiter parce que la forme du champ magnétique est telle que en fait, c'est plus facile de venir vers les pôles. C'est pour ça que les aurores boréales se passent au niveau des pôles. Si le champ magnétique de la Terre était perpendiculaire à son axe de rotation, si le champ magnétique était comme ça, les aurores ne seraient pas au niveau des pôles. C'est parce que le champ magnétique est quasiment aligné avec l'axe de rotation de la Terre que les aurores se passent dans les pôles. Mais comme vous l'avez, il n'y a pas longtemps, il y a eu un phénomène, je crois qu'il y a des collègues à Grenoble qui ont vu une aurore boréale. Donc parfois, ça peut descendre très bas, l'ovale auroral. Alors, juste à titre informatif, les boussoles ont une polarité plus, donc elles sont attirées par la polarité moins. Et donc, il faut savoir qu'au nord géographique, c'est en fait un sud magnétique qui attire. Alors, il faut savoir que le pôle solaire, le pôle magnétique solaire, je vous le représente ici, donc c'est un sud en polarité, mais on appelle ça toujours le pôle nord magnétique, même si les noms ne sont pas heureux, on va plutôt qu'appeler sud et nord, on va appeler moins et plus. Donc, il y a l'orientation du champ magnétique est moins dans l'hémisphère nord, et vous voyez qu'entre le pôle magnétique et la rotation de la Terre, il y a un écart. Et quand on regarde et qu'on fait un zoom sur le nord du Canada, ici vous avez la baie d'Hudson, ça c'est le Canada, ça c'est le Groenland, quand on fait un zoom dans cette partie-là, entre 70 degrés et 84 degrés de latitude nord, vous voyez que depuis 1900, le pôle magnétique, il a tendance à revenir en direction du pôle géographique. Mais donc il bouge, quoi. Donc votre boussole, elle n'est pas super précise. Et ici, ce que vous voyez ici, ce n'est pas un code-barre, c'est en fait les enregistrements successifs de la polarité du champ magnétique de la Terre. Alors, je vais vous l'expliquer un petit peu plus. Comment on obtient ça? Quand vous avez les failles au fond de l'océan, les failles de la matière volcanique qui sort, qui crée en fait des rebords comme ça, et puis par couches successives, ça pousse, ça crée au niveau de la faille, ça fait de la matière qui s'étend par rapport à la faille. Et selon l'orientation du champ magnétique, comme il y a des particules un peu ferreuses dans cette matière, elles vont s'orienter différemment selon le sens du champ magnétique de la Terre. Et par les enregistrements, on arrive à reconstruire les enregistrements du champ magnétique. Alors, c'est en millions d'années, millions d'années, donc on arrive à remonter jusqu'à 70 millions d'années, par exemple, et même plus. J'ai des collègues paléomagnétologues qui sont à l'Institut de physique du globe, qui ont pu faire des datations du champ magnétique à 1 milliard d'années, par exemple, par rapport à la Terre. Donc, mais on a quand même une information. Et ça fait à peu près 780 000 ans que le champ magnétique de la Terre ne s'est pas inversé. Alors que je vous parle des renversements du champ magnétique du Soleil tous les 11 ans. Donc vous voyez, il y a une sacrée différence d'échelle de temps. Alors ici, on a envoyé un satellite SWARM et je vais vous montrer qu'en fait, bien sûr que le gros du champ magnétique de la Terre est lié à son cœur liquide de fer, mais pas que. Donc là, on est en échelle de nanotesla, on va de moins 60 000 à 60 000, et on va soustraire petit à petit le champ magnétique et pour voir les différentes composantes qu'il peut y avoir sur Terre. En plus, il y a des effets jour-nuit. Donc on va voir. Donc là, on a le cœur, le champ magnétique créé par le cœur liquide de fer. On enlève le cœur, on reste sur la même échelle, donc forcément on ne voit pas grand-chose. Si on recalibre l'échelle de couleur en la divisant par 1000, d'un coup, on voit le champ magnétosphérique qui est créé par les mouvements du cocon magnétique. Si on enlève le champ magnétique de la magnétosphère et on voit l'ionosphère, qui est cette partie très chargée de l'atmosphère de la Terre, et là, il y a un effet jour-nuit, il est plus ou moins intense, parce qu'on est au jour. Alors après, il y a aussi un champ résiduel dans la croûte terrestre. Et là, vous avez vu, on a été obligé de passer de moins 10 à 10, donc on a divisé par 6000. Et on voit un peu à quoi la croûte, il y a des variations.
Et il faut savoir que comme l'océan est salé et conducteur, ben, il y a aussi un effet dynamo dans l'océan, mais très très faible, aux alentours de 2 nanotesla. Voilà. Donc ça, c'est la structure du champ magnétique de la Terre. Et quand il y a donc un nuage magnétique qui arrive, il compresse les lignes de champ magnétique et il perturbe les lignes de champ magnétique à l'arrière de la queue magnétosphérique qui se reconnectent et qui précipitent au niveau de l'épaule et qui donc créent des aurores boréales. Voilà ce qui se passe. Alors, ça, c'est des beaux films d'artistes. Mais voilà un film qui va vous montrer avec des simulations numériques ce qui se passe vraiment. Donc on a le Soleil qui émet un nuage magnétique. Ce nuage magnétique part. Donc ici on était à plus ou moins 15 rayons solaires. La Terre se trouve à 215 rayons solaires. Donc ici on est à 50 rayons solaires du Soleil. Ça, on n'est pas loin de l'orbite de Mercure. Et là on arrive. Et ce nuage magnétique, maintenant, on a plus ou moins 100, donc il est gigantesque, et on va être obligé de zoomer 300 fois pour pouvoir voir la Terre et comprendre. Donc quand je vous dis que la Terre vit dans l'atmosphère de notre étoile, on voit beaucoup de choses et très active, plus ou moins active selon son cycle magnétique, et donc forcément, la Terre est impactée par ces phénomènes. Et donc, être capable, quand on a imaginez-vous, nous on est des prévisionnistes. La communauté internationale a créé la météorologie de l'espace pour pouvoir justement prévoir ce qui se passe. Donc anticiper, essayer de minimiser les effets négatifs de l'activité solaire. Donc vous avez une image du Soleil, vous avez une région active qui apparaît. Cette région active, vous voulez savoir si elle va érupter, si elle va être intense. Et il y a certaines parties du Soleil à partir de laquelle, si elle érupte, on sait qu'on va être impacté. Alors, si elle est à gauche par rapport au méridien central, il y a peu de chances que, à cause de la forme de la spirale de Parker, il y a peu de chances que s'il y a quelque chose qui érupte là, ça vienne toucher la Terre. Par contre, à partir du moment où ça a traverser le méridien solaire et qu'on est à partie droite quand on regarde le Soleil, par rapport au milieu du Soleil, là, s'il y a des éruptions qui se passent à ce moment-là, à cause de la forme de la spirale de Parker, ça peut venir impacter la Terre directement. D'accord ? Donc il est important d'être capable de modéliser comment les régions actives vont se comporter et est-ce qu'elles ont une chance ou pas d'émettre une éruption. Alors là, par exemple, il y avait une éruption X le 28 octobre 2021. Donc je vous montre un film d'une éruption X, qui sont les plus intenses. Ça va se situer ici, là. Voilà. Donc c'est pas forcément très impressionnant, mais je vais le repasser. Voilà, vous venez de la voir là, elle était là. Alors, derrière, qu'est-ce que ça a été comme conséquence? Voilà le film qui correspond, ça c'est les simulations numériques, mais pour vous donner une idée de ce qui s'est passé avec cette éruption. Donc ça c'est le film vu de dessus, comme on a vu dans le petit film, ça c'est le Soleil, ça c'est la Terre, et donc on a un nuage magnétique qui est parti avec l'éruption X, et effectivement, c'est passé par la Terre. Donc là, comme vous voyez, la spirale elle est comme ça, il fallait que l'éruption se passe, si elle s'était passée ici, elle serait partie dans cette direction, elle ne nous aurait pas impacté, mais comme c'était vers là, c'était suffisant, c'était bien orienté et le nuage, en plus, il s'extend en latitude et en longitude et donc bon, forcément, ça a impacté et vous avez ici le signal fort d'un coup d'une grosse arrivée de matière liée à cette éruption. Je vais peut-être repasser le film pour que vous voyez bien maintenant. Donc là, on voit la ligne se déplacer et quand ça arrive sur la Terre, boum, on a un pic d'activité comme tout à l'heure avec le film que je vous montrais d'observation réelle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les aurores boréales. Donc là, c'est une caméra grand champ, presque fish eye, qui regarde l'état du ciel. On va avancer un peu pour ne pas perdre trop de temps avec ce film. Et on est en train de baisser la luminosité. Et puis, il y a la CME, l'éjection de masse coronale qui arrive. Et donc, vous voyez
toute cette activité. Et donc ça, c'est des rideaux, des diaprures colorées. Alors pourquoi c'est vert? C'est lié à l'excitation des molécules d'oxygène par les particules chargées qui viennent du Soleil. Et il y a aussi un peu du rouge, c'est lié un peu à l'azote. Elles ne sont pas tout à fait au même niveau, les aurores, selon leur couleur. Mais vous voyez qu'effectivement, on a une grande diversité de couleurs et on voit que la Terre a été particulièrement perturbée par ces éruptions. Donc ça peut avoir des conséquences néfastes sur les satellites. C'est pour ça qu'on est prévisionniste. Ça peut être aussi un problème pour l'aviation. Et donc, je vais vous montrer une petite expérience personnelle que j'ai faite sur un vol Osaka Paris, parce que je vais souvent au Japon pour le travail. Je suis chercheur associé à l'université de Kyoto. Et du coup, j'étais en train de voler à 920 km/h à 11 500 mètres d'altitude. Et j'avais déjà fait 9000 km, donc le Japon était loin. Et au Japon, vous savez qu'à cause de Fukushima, c'est assez facile d'acheter des compteurs Geiger, ils ne sont pas chers. Donc j'ai acheté un compteur Geiger électronique qui est tout petit, comme vous le voyez, il ne fait pas plus même plus petit qu'un téléphone. Et donc j'ai allumé mon compteur Geiger dans l'avion pour voir la dose de rayonnement que je me prenais liée. Alors, quand j'ai voyagé à ce moment-là, on était, je ne sais plus quand c'était, peut-être en 2019, ce n'était pas forcément une période active du soleil. Et donc du coup, ce que j'avais comme valeur, c'était 3,40 microsieverts ou 2,89. Mais vous voyez ce qu'il y a écrit « Dangerous Radiation Background ». Donc le compteur Geiger que j'ai allumé dans l'avion me dit que je suis dans un environnement dangereux. Et pourquoi ? Bon, en ce moment, on ne peut pas le faire à cause de la guerre en Ukraine. On prend les routes sud pour aller au Japon. Mais à l'époque, on prenait les routes nord et on passait par la Sibérie, parce que c'est plus court. Et du coup, on était à l'endroit où le champ magnétique de la Terre est ouvert. Et où, on l'a vu, les particules peuvent précipiter. Donc du coup, vous vous doutez bien que si nous, les météorologues du Soleil et de l'espace, on voit un nuage magnétique arriver, les nuages magnétiques, les CME, les plus intenses peuvent aller à 1500 km par seconde, donc jusqu'à 2 fois plus vite que le vent solaire. Donc la plus rapide qu'on a vue, elle a mis 14 heures à arriver sur la Terre. D'accord ? Généralement, elles mettent 2 jours. Mais 14 heures. Alors, elles sont précédées d'un précurseur de particules relativistes qu'on appelle les particules solaires énergétiques. Et ces particules, elles vont à la moitié de la vitesse de la lumière. Donc, elles mettent que 15 minutes à arriver. Donc 15 minutes, c'est quasiment impossible d'anticiper, mais un jour, on peut. Donc bon, c'est sûr que l'idéal, ça sera d'être capable d'anticiper l'arrivée de ces particules énergétiques qui se déplacent à moitié de la vitesse de la lumière. Mais disons que, en attendant, si vous voulez, quand vous êtes en train donc on a des équipes de prévisionnistes, moi je fais partie des scientifiques qui les aident à faire leurs bulletins et tout ça, donc on est dans des équipes comme ça, on fait des prévisions, et la question c'est quand c'est que ça va arriver. Donc le nuage magnétique, il y a tout un travail de simulation et de savoir combien de temps va mettre le nuage magnétique à arriver. Parce que si vous dites à un industriel, attention, il y a un nuage qui va arriver, il n'a pas envie forcément d'arrêter ses satellites trop longtemps non plus, ou son réseau électrique, parce que ça peut avoir des conséquences sur la Terre aussi. Ça peut créer des courants induits dans la croûte terrestre qui peuvent perturber les lignes électriques. Donc ça perturbe les signaux radio parce que ça modifie l'ionosphère. Donc il y a plein de conséquences. Il y a 3 semaines, j'étais à Ballard, au ministère de la Défense, faire une présentation devant les colonels et les généraux pour leur parler de scénarios de blackout radio ou de problèmes de perte de moyens liés à des risques solaires ou spatiaux. Ça peut être aussi des attaques de satellite à satellite. Mais là, on parlait, moi, il m'avait fait venir plutôt pour les aspects naturels, mais donc du coup, pour essayer de sensibiliser les militaires, parce que quand on est en opération, si d'un coup vous avez une équipe spéciale qui est en train d'intervenir et que vous devez communiquer avec eux, mais qu'à cause d'un nuage magnétique, vous n'en êtes pas capable parce que d'un coup l'ionosphère a changé ses propriétés et vous n'êtes plus capable d'envoyer vos ondes radio à grande distance. Comme la Terre est ronde,
Vous êtes obligés, hein, ceux qui ont vu le film Independence Day, ils voient bien que les extraterrestres, ils mettent plein de vaisseaux partout pour pouvoir communiquer et faire tout un réseau. Hein. Ben là, c'est pareil. Hein. Vous ne pouvez pas, à un moment où vous avez un problème de lignée d'horizon, et donc vous êtes obligé d'envoyer vos ondes dans l'ionosphère, et on se sert de l'ionosphère, cette atmosphère un peu au-dessus à haute altitude, aux alentours de 80 km d'altitude, on envoie les ondes radio, elles se réfléchissent sur l'ionosphère et elles redescendent, et c'est comme ça qu'on peut aller loin derrière, communiquer en radio. Si d'un coup votre ionosphère, à cause des perturbations du Soleil, devient transparente, ben votre onde radio, elle passe à travers, et donc vous ne pouvez pas communiquer. Donc on est obligé de donner les gammes de fréquences pour lesquelles l'ionosphère est devenue transparente et où il ne faut plus communiquer. Donc ils sont obligés de prévoir des fréquences de communication différentes pour pouvoir, en cas de perturbation solaire, être quand même toujours capable de communiquer. Les satellites, ben, comme on l'a vu dans le petit film au tout début, ils sont faits de détecteurs. Et vous avez bien vu que les détecteurs, quand il y a une éruption, alors nous, les détecteurs de nos satellites solaires, ils sont blindés, ils sont faits pour observer les particules. Donc quand ils se prennent des particules, ils ne souffrent pas. Mais par exemple, Elon Musk avec Starlink, il a perdu 50 satellites il y a à peu près l'année dernière, en 2022, parce qu'ils étaient en orbite de transfert avant de les mettre dans leur orbite finale, et il y a une éruption qui est arrivée à ce moment-là. Et comme lui, il a fait des nanosatellites on the shelf, comme on dit, sur étagère, avec des éléments pas durcis, parce que bon, ben, s'il en perd 50, il en renvoie 50, mais bon, c'est un peu du gaspillage, mais c'est comme ça, il les a perdus. Donc on voit bien qu'il y a plein de conséquences. Et pour l'aviation, eh bien, vous imaginez bien que quand vous avez 300 personnes dans un avion qui passent au niveau des pôles, s'il y a une éruption qui vient, et que quand il n'y a pas d'éruption, on est déjà dans des doses importantes de rayonnement, ben, si vous prenez une éruption, la dose peut passer d'un facteur 10 d'un coup. Et là, ça devient dangereux. Parce que même si c'est écrit dangereux, c'est une question de temps d'exposition. Et là, on est en microsieverts, c'est les millisieverts. On a le droit à 2 millisieverts par an en moyenne, quoi. Et donc, en France, en tout cas, on a des limites très basses en France. Et donc, vous voyez qu'il faudrait passer à 3, il faudrait passer presque 500 heures pour 600 heures dans l'avion pour pouvoir avoir une dose dangereuse. Mais bon, pour ceux qui voyagent beaucoup, moi j'ai une amie qui est hôtesse de l'air chez Air France, et chaque année, à la fin de son année de vol, elle reçoit un bilan de radiation qu'elle a reçu. Et le chiffre qu'elle m'a montré de sa feuille la dernière fois que je l'ai regardé, mais bon, on n'a jamais fait l'étude en fonction du cycle solaire, et c'était 4 millisieverts. Donc ils se prennent quand même des doses de radiation à force d'être dans l'espace. Non, c'est juste, je ne vais pas vous faire peur, je ne suis pas en train de vous faire peur avec l'avion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme on est à haute altitude, on a encore moins de protection. Et si on vole proche des pôles, voilà, bon, il vaut mieux éviter de voler. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, bien sûr, on a un système d'alerte et on prévient les pilotes. Et on dit aux pilotes, bon, ben, attention, changez votre course, baissez d'altitude pour être plus protégé. Réduisez votre latitude pour être un petit peu moins proche des pôles. Et donc, ils doivent... je ne sais plus combien... Le nombre que j'ai en moyenne, c'est de l'ordre de 30 à 50 avions par an qu'on demande de modifier. Et depuis maintenant 3 ans, on a des centres d'alerte de l'aviation civile où on leur envoie des informations. Alors, il faut savoir qu'un pilote, avant de faire un vol intercontinental, il a une quantité de documents à lire qui est colossale avant de partir. Il y en a au moins pour une demi-heure, 1 heure à lire tout ce qu'on lui envoie. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait de simplification pour les pilotes, parce que les pilotes, ils ne sont pas experts en météorologie de l'espace. Eux, ils veulent savoir s'ils peuvent voler ou pas, quoi. Donc on doit leur faire des signaux très simples pour qu'ils comprennent. Donc là, il faut que je me rende compte de l'heure qu'il est. Je crois qu'il y en a... Ouais. Plus que quelques minutes. Donc, je voulais vous montrer le satellite. Donc, on a envoyé des satellites qui sont le satellite Solar Orbiter. Donc, grâce à Solar Orbiter, on va sortir et on va aller voir les pôles solaires. Et puis aussi, grâce à Solar Orbiter, on voit la face cachée du Soleil. Donc, ça, c'est très sympa. Donc, je vous montre là, j'ai déjà expliqué ça hier, mais je vous remontre. Donc, ici, on voit le système solaire vu de dessus avec la spirale de Parker. On a Solar Orbiter qui se balade et Parker Solar Probe qui se balade et StereoA. Et là, on a les 3 satellites, StereoA, à partir de la Terre SDO, et Solar Orbiter. PSP n'a pas d'imageur.
enfin pas d'imageur UV comme Solo. Et donc on peut suivre des complexes actifs. Maintenant, on a des périodes, je vais essayer de la retrouver, on a des périodes où on a une couverture totale, vous voyez là, avec Solar Orbiter, stéréo et SDO, on a quasiment 360 degrés d'observation du Soleil. Et ça, c'est très utile pour nous parce que forcément, en particulier pour toutes les structures qui arrivent de ce côté-là de la face cachée et qui peuvent arriver sur la Terre, c'est important de les avoir en avance. Donc l'Agence spatiale européenne va lancer à sélectionner un satellite qui s'appelle Vigile, qu'on va mettre au point L5 de Lagrange. Vous savez qu'il y a 5 points de stabilité gravitationnelle dans le système Soleil-Terre, qu'on appelle les points de Lagrange. Il y a la L1 qui est ici, L2 qui est de l'autre côté, L3 qui est à l'opposé du Soleil, et après on a L4 et L5 qui sont à 60 degrés. D'accord ? Et donc si on met sur L5, sur le point de Lagrange L5, un satellite, on va pouvoir voir la ligne Terre-Soleil et pouvoir mieux anticiper les phénomènes. Alors, il n'y a pas que la Terre qui a une magnétosphère, il y a aussi Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, on les voit ici. Donc ici, ce qui est rigolo, c'est qu'on a l'axe de rotation en blanc et l'axe magnétique en rouge. Donc on voit que sur Jupiter, c'est un peu comme sur la Terre, ils sont très proches, c'est aussi le cas de Saturne. Mais regardez pour Uranus et Neptune, ils sont en perpendiculaire. Alors, dans le cas de Neptune, Uranus c'est une planète qui se roule dessus quand elle fait le tour du système solaire. Elle a une rotation où elle se roule dessus et elle a son champ magnétique qui est perpendiculaire. Et dans le cas de Neptune, elle a un axe de rotation un peu comme la Terre, mais vous voyez que son champ magnétique, il est dans l'équateur. Donc là, typiquement, les configurations seraient différentes pour ce qui est des aurores boréales et de l'impact des particules. Alors pour vous montrer que les aurores boréales n'existent pas que sur Terre, voilà des aurores boréales sur Jupiter et voilà des aurores boréales sur Saturne. Donc la physique des plasmas est universelle, elle marche pour tous les objets. Alors je voulais vous parler je vais passer ça. Je voulais vous parler de l'héliosphère rapidement et finir sur ça. Donc, comme je vous le disais, on a donc un champ magnétique qui spirale tout le long, qui crée un gros cocon magnétique du Soleil. Donc, le Soleil, comme on l'a vu avec la magnétosphère terrestre, le Soleil a un gros cocon magnétique qu'on appelle l'héliosphère. Et récemment, Voyageur 1 et Voyageur 2 ont traversé ce qu'on appelle l'héliopause, cette zone où on fait la distinction entre le milieu interstellaire et l'influence magnétique du Soleil. Donc voilà, on a les orbites des planètes, il y a des nuages magnétiques qui partent, il y a le vent continu solaire, et ça peut, là, on a la matière qui vient du milieu interstellaire, et puis ces éruptions, elles peuvent plus ou moins, elles vont passer plus ou moins, ça va y avoir des interactions. Donc là, vous avez les distances, c'est logarithmique, donc on gagne un facteur 10 à chaque fois. Donc là, vous avez le Soleil, la Terre, la limite à 100 à peu près unités de l'héliopause, le choc d'étrave qu'on pense parce que le Soleil se déplace dans le milieu à des vitesses supersoniques, et donc du coup, il y a un choc. Et puis après, vous avez le nuage de Oort. Donc, pour faire simple, l'influence magnétique du Soleil, c'est l'héliosphère. L'influence gravitationnelle du Soleil, c'est à peu près le nuage de Oort, qui est ce nuage, cette sphère de matière qui englobe tout notre système solaire, qui est un vestige de la formation de notre étoile. Alors, le Soleil se déplace avec une façon un peu particulière dans le plan de la galaxie. Il oscille comme ça à travers le plan de la galaxie. Il a une orientation un peu particulière par rapport au plan galactique. Et on est dans un nuage qu'on appelle le nuage local, là, et on est en train d'en sortir bientôt. Et on va se diriger vers un autre nuage qu'on appelle le nuage G. Et donc, on est en train de sortir d'une bulle locale. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, on se déplace dans la galaxie. Et je voulais vous montrer quelque chose qui est, on peut s'intéresser donc maintenant à l'interaction étoile-planète et à la zone d'habitabilité. Donc la zone d'habitabilité, selon comment est l'étoile. Alors là, ici, je vous ai fait un petit film, on fait des simulations numériques dans mon équipe où on met des planètes dans le vent et la magnétosphère des étoiles. Et la sphère un peu grisée que vous voyez, enfin la forme un peu grisée que vous voyez, ça c'est la surface d'Alven. À l'intérieur de cette surface, le vent est lent, et le vent est long par rapport au champ magnétique. Au-delà, le vent est plus rapide que le champ magnétique.
Et donc les planètes, les exoplanètes, certaines sont très 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 proches de leur étoile. Et la zone d'habitabilité, elle se déplace proche des planètes, des étoiles quand elles sont de faible masse, et elle s'éloigne quand les étoiles sont plus massives. Donc cette zone d'habitabilité, c'est ce qu'on pense être les causes de. Donc il n'y a pas que le Soleil qui a une héliosphère, il y a aussi des astrosphères. Donc là, vous avez un exemple d'astrosphère observée. Vous voyez le choc dans le milieu interstellaire, parce que cette étoile se déplace aussi dans son milieu. Donc il y a un choc, et on voit effectivement les astrosphères qui sont l'équivalent de l'héliosphère du Soleil. Donc là, j'ai un petit film pour vous montrer, parce que bien sûr, les étoiles elles sont aussi actives que le Soleil. Il y en a même qui sont beaucoup plus actives que le Soleil. Et donc, on peut se retrouver avec des éruptions géantes et une Jupiter chaude, par exemple, qui soit très proche de son étoile, qui est en train de perdre son atmosphère et qui, en plus, peut avoir des éruptions magnétiques qui sont aussi proches que l'étoile et qui peuvent que la planète et qui peuvent potentiellement rendre sa vie complexe. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.